Donc nous nous trouvons avec un historien connu, monsieur Prévost, et on va parler de manière libre autour du ralliement. Alors peut-être on pourrait commencer par rappeler les faits, les étapes du ralliement. Les étapes du ralliement, il y a eu plusieurs étapes, il y a eu plusieurs moments. Évidemment, il y a toujours le toast d'Alger qui est archi connu. Le toast d'Alger, c'est un an avant. Que Léon XIII, oui. Léon XIII avait préparé ça longtemps avant avec ses encycliques Libertas, Gallorum Gens, etc. Oui, mais enfin, dans Libertas, il maintient la position traditionnelle, disons, du droit classique. Et on en parlera tout à l'heure. Le toast d'Alger avait jeté la stupeur dans l'escadre. Oui, l'amiral qui commandait l'escadre, je crois que c'est l'amiral Dupéret, mais oui. je ne peux pas certifier son nom, était resté presque sans voix. Il était stupéfait, et d'ailleurs ça ne correspondait pas, disons, au personnage de la Vigerie. Donc il a été un exécutant obéissant. Ça dépend. La Vigerie, ce n'est pas du tout ce qu'on croit. La Vigerie a beaucoup évolué pendant sa vie. Oui. La Vigerie, c'était un prêtre libéral au début, qui suit en particulier l'abbé Maret. Alors c'est très important, parce que nos auditeurs ne savent pas qui est Maret. C'était un gallican qui était professeur de théologie à la Sorbonne, oui. Et un des opposants à la définition de l'infaillibilité pontificale à Vatican Tout à fait. I, et donc Guéranger, donc l'école antilibérale, avait ferraillé contre lui. Donc Maret est assez proche de De Breuil, de Montalembert, oui. Et ce qui est très important pour les gens qui nous écoutent... C'est un fils de la monnaie. Mais bien sûr. Et ça, j'en ai parlé dans une conférence précédente. Montalembert, quel est son cri de guerre, ou sa devise? L'Église libre dans un État libre. Oui. Et pour comprendre que ces catholiques libéraux, qui étaient une petite poignée au départ, ont eu la confirmation par l'exemple belge, où les Belges ont retrouvé, alors qu'ils avaient été sous domination calviniste par les Hollandais, grâce à l'alliance politique avec les libéraux et les francs-maçons. Et le deuxième fait important de l'époque, ça a été l'Irlande, où il y a le fameux bill d'émancipation, parce que l'Angleterre était ferraillait, se bagarrait sur le continent, donc ils voulaient avoir la paix en Irlande. Donc les libéraux ont dit, mais par le droit commun, donc en acceptant le droit nouveau, issu de 89, on peut obtenir. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, on va revenir au ralliement, que la loi Fallou, qui est une loi de compromis, avait été refusée par tout le courant fidèle à la vieille conception, séparation des pouvoirs, mais distinction des pouvoirs, mais pas séparation, et l'autonomie de l'Église, la societas perfecta. Et qu'est-ce que dira le cardinal Pie? Quoi? L'Église enseignante se soumettant à l'État enseignant. Voilà. Alors revenons au ralliement. Léon XIII a un objectif politique. Oui. Léon XIII considère, d'une part, que la monarchie n'a plus aucun avenir en France. Donc, la France est devenue et va rester une république. Bon, à cause, ça, c'est le premier point. On peut le rappeler, à cause de la division aussi des monarchistes. Et à cause, surtout, à mon avis, du refus du comte de Chambord. Bon. Parce que les Orléans étaient prêts à le reconnaître, il n'y avait aucun problème. Et ce qu'il y a avant, il y a deux faits qu'on peut rappeler. Bien sûr, le comte de Chambord, l'échec de MacMahon et l'aventure pitoyable de Boulanger, qui a été un peu un attrape-tout. Il y avait aussi bien des monarchistes, des bonapartistes, ce qu'on... Oui, bon. Ça c'est le premier point. C'est-à-dire que, comme disait Pie VI à propos de Louis XVIII,
avant qu'il ne revienne en 1815, l'Église ne s'attache pas à des cadavres. C'est-à-dire que quand Louis XVIII a été prétendant après la mort de Louis XVII, à ce moment-là, l'Église l'a lâché complètement parce qu'elle considérait qu'il n'avait aucune chance. Bon, ça c'est un premier point. Mais ce qu'il faut retenir, qu'à l'époque, l'Église ferraillait toujours contre le droit positiviste ou le droit moderne issu du pacte social de l'idéologie rousseauiste. Tout à fait. Deuxième point, le nouveau pape, c'est-à-dire Léon XIII, qui est élu en 1878, le nouveau pape a une idée en tête. Et cette idée est simple, c'est de reconquérir ses États, qu'on lui redonne ses États. Donc il cherche des alliés. Ah, il cherche des alliés à tout prix. Alors d'abord, il se tourne vers l'Allemagne. Et il est déçu par l'Allemagne, en particulier l'empereur vient un jour en Italie, en voyage officiel, et lors d'un toast, il salue Rome, capitale éternelle de l'Italie. Alors là, évidemment, Léon XIII n'est pas très heureux, et donc il va prendre la décision de se tourner vers la France. Alors la France, oui, mais voilà, la France était une république. Et Léon XIII est persuadé, parce que Léon XIII est d'origine, c'est un diplomate d'origine. Sa première fonction importante, ça a été d'être nonce en Belgique dans les années 1830. Il est persuadé que s'il se met bien avec le nouveau régime français, avec la République française, la République française va le soutenir dans ses revendications. Et il y a peut-être autre chose qui recherchait Léon XIII, et il sera déçu, on le verra. Il pensait que si les catholiques rentrent en politique, se font élire, ils feront des bonnes lois. Et on le verra tout à l'heure avec les ralliés et l'échec, disons, purement politique. Mais l'idée de Léon XIII, c'était rentrer au fond dans le système, faites des bonnes lois et vous allez christianiser le... C'est certain. Vous allez transformer cette république anti-chrétienne en république chrétienne. C'est une illusion absolue. Je vous pose une question. Quand on regarde les encycliques doctrinales de Léon XIII, ben c'est un antilibéral. On pourrait très bien prendre certaines pages et les mettre dans l'œuvre de Pie IX. Mais on ne verrait pas la différence. Comment pouvait-il imaginer que le régime moderne pouvait satisfaire ses désirs? Disons, parce que Léon XIII a été victime de beaucoup d'illusions. Ben oui, la première illusion... Parce que vous voyez, par exemple, on pourrait dire, par exemple, que la tyrannie est un régime immoral. Mais le tyran ou les oligarques peuvent se convertir, se moraliser. On a des nombreux cas dans l'Antiquité. Mais le régime nouveau, issu du contrat social et des principes de 89, a une vision anthropologique qui est radicalement opposée à la tradition chrétienne. Alors peut-être, imaginons par exemple Cambacérès, qui était un des rédacteurs du Code civil, qui va dire que, à propos du mariage, que le mariage est un contrat le plus saint des contrats. Mais c'est un contrat. Certainement, si on l'avait ressuscité, on l'avait fait assister au débat sur le mariage pour tous, il aurait été choqué. Mais il n'y a pas d'opposition entre cette volonté générale qui sous-tend le Code civil et le mariage pour tous. Il y a une suite logique, me semble-t-il, sur le plan philosophique. Bien sûr, mais je crois que Léon XIII est victime de plusieurs erreurs. Première erreur, il considère que la République, la Troisième République, pourrait peut-être ressembler à la Seconde République. Or, la Seconde République a été finalement très chrétienne d'esprit. Elle a été, Buchez et tous ces Lamartine étaient des gens pas du tout hostiles à la religion, loin de là. C'était une religion un peu romantique. Un peu romantique, tout à fait. Mais néanmoins, des esprits très religieux. Si religieux d'ailleurs qu'ils ont rétabli Pie IX dans ses droits. Bon, au moment de la Révolution, après ce qui s'est passé à Rome, puisque il ne faut pas oublier que Pie XI est chassé de Rome. Et c'est la République française qui va le rétablir dans ses droits.
Avec le drapeau tricolore. Avec le drapeau tricolore. Mais je pense que Léon XIII s'imagine qu'au fond que la Troisième République peut être cette République-là. Il n'a pas vu que chez les Républicains, il y avait une transformation formidable entre 1948 et 1870. Et comment ça se fait? Les nonces n'ont pas été capables de lui envoyer des notes expliquant que le personnel politique... Les nonces ne sont pas forcément des gens supérieurement intelligents. Hein. Et ils n'ont peut-être pas vu que le personnel politique, il ne faut pas oublier qu'après, en 1848, les vrais républicains, c'est-à-dire les républicains anticléricaux, sont fous de rage. Et il ne faut pas oublier non plus que l'échec de la Seconde République, c'est l'échec des républicains modérés. Et donc, les républicains modérés vont être remplacés par qui? Par des républicains extrémistes. Les républicains extrémistes comme Gambetta, comme Jules Ferry, comme le général André, tout ça. Donc, tous ces gens-là ont un esprit tout à fait différent des Buchès, des Lamartine, etc., etc. Par conséquent, le pape, en s'imaginant qu'il va pouvoir christianiser la République, se trompe complètement. Totalement. Donc, qu'est-ce que fait Mais lui, il pense qu'il faut qu'il fasse le premier pas, parce qu'il se dit, je fais le premier pas, et à ce moment-là, la République m'en sera reconnaissante, et donc, on pourra enfin me remettre Léon XIII va envoyer aux Français plusieurs documents officiels, encycliques, lettres. Les lettres aux cardinaux, la lettre au cardinal de Bordeaux, alors, le cardinal en général, l'épiscopat reçoit ces documents avec une certaine froideur. Et il me semble que l'archevêque de Paris était plus que réticent. Peu importe. Mais il ne faut pas oublier qu'à Paris, c'était quand même le foyer du libéralisme. Oui, mais l'archevêque était assez, on pourrait dire, conservateur. Oui. Par contre, ce qui est important, même si on ne rentre pas dans le détail de l'encyclique de la lettre à la nation française, que la presse, tenue par un certain clergé, va outrepasser même les souhaits de Léon XIII. Et on verra lors des élections où des prêtres vont faire un devoir de conscience aux catholiques de voter républicain et d'abandonner les partis monarchistes. Oui. Donc, très important. Et ce qui est amusant, que certains de ces prêtres, on va les retrouver quelques années plus tard, ces prêtres démocrates, dans des syndicats de prêtres. On peut penser au fameux abbé Lemire. Ou à l'abbé Guéraud. Ou l'abbé Guéraud, il y en a eu quelques-uns comme ça. Et que la Croix a joué un grand rôle dans la déstabilisation du peuple catholique français. C'est évident. Mais moi je dis que je ne ferai pas porter la responsabilité sur les gens de la Croix, ou même sur les prêtres démocrates. Je fais porter la responsabilité sur les chefs, et en particulier sur le pape lui-même. Car le pape s'est trompé du tout au tout. Ah oui, ça, il s'est trompé. Alors qu'est-ce qu'on voit? Lors des élections, les partis monarchistes n'ont presque plus d'élus. Les ralliés n'ont pas d'élus non plus. Donc, échec politique. Échec politique. Et ce qui est amusant, et peut-être vous allez me corriger, que ça a excité les anticléricaux, ce pas de l'Église vers la République. Ça a renforcé l'anticléricalisme. C'est un paradoxe. Non, pas du tout. C'est pas un paradoxe. Car n'oubliez pas que pour résister, on ne résiste quand on est fort. Et tout. Pourquoi est-ce que Napoléon a accordé le Concordat? Oui, mais bien sûr. C'est parce que vous aviez eu la Vendée et aussi des révoltes dans le Midi, etc. J'aimais vous l'entendre dire. Parce que l'Église, à partir de la Révolution, se considérait un peu comme une citadelle assiégée. Bon. Et ça durait, au fond, jusqu'à Pie XII. Et après, on a ouvert les murailles. Ça, on a ouvert les vannes. Bon. De la cité assiégée, on a voulu s'ouvrir. Mais parce que il faut être capable de tirer les leçons de l'histoire. Alors, Léon XIII, très rapidement, a été
déçu dans ses espérances. Oui, mais il n'est jamais revenu sur ses erreurs. Non. Jamais. C'est ça qui m'intéresse, moi. Alors, comment expliquer la contradiction chez Léon XIII entre ses encycliques doctrinales sur la liberté, ainsi de suite, et ses positions, disons, de conjoncture, circonstancielle en politique. Et je pensais... Parce que Léon XIII a mis la politique au-dessus de tout. Son rêve absolu, il reçoit Monseigneur Bonomelli en 1901, je crois, c'est-à-dire 2 ans avant sa mort. Il a 91 ans. Monseigneur Bonomelli était un petit évêque d'Italie, l'évêque de Crémone. Et il avait fait un livre disant que la papauté n'avait pas besoin d'État. C'était une thèse qui était tout à fait défendable. Bon. La thèse inverse est aussi défendable. Il y a plusieurs, parce que comme toute question, elle est complexe. Et donc Léon XIII reçoit M. Bonomelli et lui dit, écoutez mon cher, surtout, ne me faites pas de déplaisir. Vous savez très bien que les États pontificaux me sont indispensables. Alors, c'est-à-dire les chefs d'État, ils doivent me les rendre. Et ils me les rendront. À 91 ans, il était encore dans son rêve. Et nous étions en 1901. Léon XIII a vécu l'œil fixé sur une chimère. Et il faudra attendre la conciliation pour que le problème des États pontificaux soit, dans une certaine mesure, résolu. Il y a un personnage contemporain qui a beaucoup aidé Léon XIII, qui était au fond son porte-voix dans le domaine social, un prêtre de la congrégation de Saint-Vincent de Paul, que vous connaissez bien, le père Mengen, qui était un antilibéral strict. Je crois qu'il a écrit un petit livre, Le suffrage universel, c'est hérésie. Et il était un opposant à Léon XIII dans le domaine politique. De même, on peut penser au canal Pitra, le fils de d'Enguerrand. Et d'après vous, quelles sont les conséquences en dehors de cet échec? Quelles sont à long terme les conséquences politiques de la politique de Léon XIII? Les conséquences politiques sont énormes. Elles sont énormes parce qu'ils déplacent le centre de l'Église de France complètement. Ils le tournent évidemment. Ceux qui ont raison. Par exemple, la première des conséquences, une conséquence bêtement électorale, comme vous disiez tout à l'heure, aussi bien, puisque c'était un scrutin uninominal à 2 tours, comme le scrutin actuel. Bon, ça veut dire que, évidemment, quand vous êtes au second tour, quand vous arrivez au second tour et que vous êtes divisé, vous avez toutes les chances de mordre la poussière. C'est ce qui se passe aussi bien pour les conservateurs que pour les ralliés. Le résultat, c'était catholique dans la Chambre, jusqu'en 1919, c'est-à-dire jusqu'à la Chambre Bleu Horizon, les catholiques n'auront aucun impact, absolument aucun. Et ça va donner aux républicains durs et purs le sentiment que tout est possible contre les catholiques. Tout est permis et tout est possible. Et on va le voir d'ailleurs. Alors un peu avant le ralliement, Léon XIII avait fait intervenir le nonce pour négocier avec le gouvernement républicain, des républicains durs, pour éviter l'application des décrets d'expulsion des religieux. Mais est-ce que une des préoccupations de Léon XIII n'était pas de maintenir, quoi qu'il en coûte, le concordat? Dire qui a été maintenu. Tout à fait, mais il a été maintenu combien de temps? C'est-à-dire que les républicains ont été très intelligents, ils ont fait ça par étapes. Mais ils ont rempli le programme de Belleville. Mais bien sûr. C'est comme le saucisson, ils ont coupé le saucisson par tranches, en tranches. Et ils ont avalé les tranches les unes après les autres. Et le pape s'est laissé faire, malheureusement. La grande date, à mon avis, de tout cela, c'est 1880. 1880, quand Jules Ferry, avec l'article 7, veut expulser
les congrégations. C'est refusé, ça est accepté à la Chambre, refusé au Sénat. 400 magistrats catholiques démissionnent. Et on attend Léon XIII au tournant. Eh bien, Léon XIII capitule. Il va capituler. Et à partir de ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là que les républicains vont juger de ce qu'il est, parce que les républicains se fichaient perdument des encycliques. Les belles encycliques et les beaux machins et tout ça, ça ils s'en moquent dans 40. Et qu'est-ce qu'on peut Ceux voir qui voient, ce sont les actes. Qu'à partir de cette époque-là, la sécularisation, qui est un phénomène patent aujourd'hui, est mise en œuvre. Oui. Et que lentement, le peuple catholique a été soumis à la puissance publique, et que les défenses immunitaires du peuple chrétien sont tombées. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà. À partir de 1880... Si on revient, par exemple, dans le droit ancien, le pouvoir, l'origine du pouvoir, peu importe, est d'origine divine. Le Christ à Pilate lui dit « mais tu n'auras aucun pouvoir sur moi si... » Pilate n'est pas choqué. Imaginons un prévenu aujourd'hui dans un prétoire sortir la même phrase à un procureur. On le prendrait pour un fou. Et l'Église avait lutté pour ce principe, encore Léon XIII. Et on voit très bien que petit à petit, les principes ont été... Deux choses. Il faut distinguer les principes. On me dit à chaque fois, oui, mais Léon XIII a fait de belles encycliques. Je dis d'accord. Je lui dis, et après? Je lui dis, quelle a été la politique de Léon XIII? La politique de Léon XIII a été à l'inverse de ces principes. Parce qu'il a voulu faire uniquement de la diplomatie et tout, alors qu'il fallait au contraire un chef. Ce qu'on lui demande, ce n'est pas de faire de la diplomatie, de couper les cheveux en quatre, on lui demande de donner aux troupes une direction claire. Voilà, c'est ça qu'on demande à un chef. Or, Léon XIII, d'un côté, il affirme les principes, et de l'autre, il fait une politique différente. Par conséquent, moi, à la limite, je ne condamne pas les démocrates, les chrétiens démocrates, je ne condamne pas les ralliés. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont fait que exploiter les contradictions du Saint-Siège. C'était à Léon XIII, le chef, de donner des consignes claires. Il ne l'a pas fait. Alors, ce qui est amusant, la plupart des ralliés se sont ralliés, au fond, par dévotion au pape. Oui. Et le clergé, par cléricalisme, a, disons, mené à l'échec politique en France lors de ces élections, qui a été la victoire écrasante des Républicains qui vont appliquer le programme de Belleville. Mais pour une raison très simple d'ailleurs. Ah oui. C'est que non seulement le pape s'est fourvoyé, mais en plus il a dû intervenir, si j'ose dire, interposé évidemment, dans les élections françaises. C'est-à-dire qu'on a vu Rome s'abaisser au tripatouillage électoraliste, vous comprenez, ça ne pouvait pas marcher. D'autant que les Français sont un peuple un peu rebelle, vous le savez bien, et ils n'aiment pas que leurs curés se mêlent de politique. Or, le pape était obligé de se mêler de politique dans toute cette affaire. Ça a été désastreux, toute cette affaire, désastreux à tous les points de vue. Il aurait fallu que la papauté laisse les catholiques français libres de faire ce qu'ils voulaient. C'est ça, et c'est d'ailleurs c'est ce que... D'ailleurs, ce qui était amusant, c'était un peu la position de Dupanloup, qui au fond de son cœur, in pectore, était pour l'infaillibilité pontificale, mais il a jugé inopportune parce que c'était en opposition avec l'art du temps. Quand Pie IX va publier Quanta Cural Syllabus, il va approuver le texte, et c'est la fameuse distinction entre la thèse et l'hypothèse. Il dira à Rome, mais on est soumis, on approuve votre texte, mais laissez-nous sur le terrain l'appliquer, avec les accommodements qui nous semblent opportuns. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est l'histoire des conservateurs, qu'il ne faut pas oublier non plus. Or, les conservateurs ont été très mal placés dans toute cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'au XIXe siècle, ils avaient fait l'erreur
monumental, à mon avis, de devenir ultramontains. C'est-à-dire qu'ils allaient chercher leurs consignes à Rome. Alors, tant que ça a été Pie IX, ça a été parfait. Mais le jour où ça a été Léon XIII, ça a été moins parfait. Et à ce moment-là, leurs adversaires, démocrates, libéraux et autres, ont eu beau jeu de leur dire, mais dites, hier, vous étiez contre nous au nom de la papauté. Mais maintenant, la papauté parle. Donc vous n'avez plus qu'à obéir, vous. Et ça, c'est l'erreur monumentale commise par les conservateurs pendant toute une partie de... Et c'est le mérite de Maurras, d'ailleurs, d'avoir dit, écoutez, si on veut reconstruire un parti monarchiste, il faut absolument couper avec la religion. D'ailleurs, le pape lui-même vous ordonne de couper la politique de la religion. Il ne veut plus s'appuyer sur les partis monarchistes. Donc, faisons une politique à base empirique. Et n'allons pas dire le monarque doit revenir parce que c'est loin de Dieu, etc., puisque le pape vous dit qu'il n'en a rien à faire. Donc ne soyez pas plus papal, si j'ose dire, ou plus papiste que le pape. Voilà. Bien. Mais écoutez, à très bientôt, cher ami. Merci. À vos souhaits. Donc, nous voilà à nouveau avec M. Prévost. Et on va discuter librement autour, non pas du ralliement, mais de la loi de séparation. Qui a suivi le ralliement. De très peu de temps. À tous les points de... Enfin, c'est pas seulement pas une question de temps, c'est une question de logique. C'est-à-dire à partir du moment où on capitulait, comme faisait Léon XIII, le reste devait suivre. Alors, quel était l'avantage du Concordat pour l'État? Pour l'État, c'est quelqu'un, par exemple, comme Combes, comme Émile Combes, n'était pas du tout partisan de la séparation, contrairement à ce qu'on pense. Émile Combes était un gallican forcené. Alors ça veut dire que l'État avait quand même non seulement un droit de regard sur une nomination épiscopale, ce qui est capital, mais il avait aussi un droit de regard sur ce que faisaient les évêques. Vous savez qu'un évêque ne pouvait pas aller librement à Rome. Avant d'aller à Rome, il fallait qu'il demande l'autorisation de l'État. Un des incidents qui précède la loi de séparation... c'est l'affaire Le Nordez. Oui, entre autres, et l'autre évêque... de Laval. De Laval. Ça, c'était pour des cas totalement différents. Oui. L'évêque de Laval, c'était parce qu'il était au mieux, dit-on, avec la supérieure du Carmel, tandis que le Nordez, ça a été pour l'histoire, enfin, ces séminaristes... Et les séminaristes avaient fait la grève des ordinations, ils ne voulaient pas être ordonnés par lui. Par le Nordez, oui. Grève des ordinations à Dijon, puisque le Nordez était à Dijon. Et il avait la réputation non seulement d'être un républicain, oui. Mais peut-être d'être affilié à certaines officines, mais ça n'a jamais été prouvé. Ça n'a jamais été prouvé, non, on ne peut pas dire absolument. Mais il était républicain, c'était un des rares évêques républicains, et c'est pour ça que d'ailleurs Combes a pris le prétexte de son appel à Rome. Il lui a interdit d'ailleurs d'aller à Rome une première fois. Le pape lui a ordonné une deuxième fois de venir. Là, le Nordez a été obligé, avec son collègue d'ailleurs, de Laval, d'aller à Rome. Et ça a été l'un des prétextes de la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican. Car ce qui est curieux, c'est que la rupture des relations diplomatiques soit intervenue avant la rupture du Concordat. Alors que théoriquement, ça aurait dû être après. Alors, rappelez très brièvement les étapes de la rupture du Concordat. Les étapes de la rupture du Concordat, d'abord vous avez en 1904, on ne va pas remonter à Mathusalem, vous avez en 1904 la rupture des relations diplomatiques, qui se passe formale. Bon, cette rupture se passe très très mal. Et Émile Combes est mis sous pression. Parce que les loges maçonniques voudraient absolument qu'on en termine et que le Concordat soit rompu.
Mais Combes traîne des pieds. Et arrive l'affaire des fiches. L'affaire des fiches. C'est le général André. C'est le général André. Et Émile Combes est mis, enfin, je ne dis pas en minorité, mais presque, il est obligé de démissionner. Mais, comme il veut emmerder son successeur, il s'appelle Rouvier, et qui n'a pas envie non plus d'ouvrir le dossier. D'ouvrir le dossier, oui. Et puis, il lâche Émile Combes, évidemment, son bon ami, lui envoie écrire une lettre en disant « Moi, je n'ai pas terminé le travail, en gros, il reste à faire encore, évidemment, la séparation des églises et de l'État. » Alors là-dessus, Rouvier est mis au pied du mur, et il profite d'une faute des bonapartistes, des nationalistes plus exactement. Dans la commission qui va être élue, pour faire, comme toujours on fait une commission, il va être élu, les nationalistes élisent des républicains avancés. Et le résultat, c'est que les républicains avancés vont avoir la majorité à la commission, alors que normalement ils auraient pu ne pas l'avoir. Et il y a 2 ou 3 projets qui sont, en particulier un projet de Pressensé, Francis Pressensé, qui est protestant, et qui est assez dur. Bon, il y a le projet de Pressensé. Combes a lui-même fait un projet qui était avec le directeur des cultes. Ce projet était absolument extraordinaire. Enfin, c'était un projet qui n'était pas très sérieux, quoi. Il l'a peut-être fait volontairement, d'ailleurs, c'est pas possible. Donc, on se retrouve un peu en début de 1905 avec plusieurs projets et aucun n'était satisfaisant. Alors, la commission se réunit et Jaurès conseille à Briand de se porter rapporteur, de se faire élire au poste de rapporteur. Qui était plus ou moins conciliateur. Oui, et il était à l'époque, il était socialiste, hein, Briand. Bon. Alors Briand se fait élire et ça va être le début de sa carrière. Car Briand fait un texte, met au point un texte très rapidement, qui va être d'ailleurs voté à la Chambre. Les articles vont commencer à être votés au début d'avril, enfin vers le 15 avril 1905, les derniers articles, puis après il va y avoir le vote du Sénat, bien sûr. La loi va être soumise à la signature le 11 décembre. Donc ça a été assez rapide. Alors, l'article 2, qui est important, reconnaît que la République ne reconnaît aucun culte et n'en subventionne aucun. Bon. Il y a l'article 4 qui prévoit aussi qu'il va falloir faire une dévolution des biens à des associations nouvelles, les fameuses cultuelles. Et pour ça, il va falloir évidemment savoir ce qu'on dévolue. Et donc, il va falloir faire un état des lieux, si j'ose dire. Et l'Église, le pape refuse, au nom de la constitution divine de l'Église. Le pape ne refuse pas du tout. Dans toute cette histoire, ce qu'il faut bien voir, c'est que nos républicains ne veulent pas, les républicains ne veulent pas de contact avec le pape. Le pape est tenu complètement en dehors du coup. Or, le concordat, c'est quand même un acte de droit public, mais un acte synalagmatique, c'est-à-dire il y a 2 parties. Mais les républicains ont décidé de ne pas tenir compte du pape, de ne pas tenir compte du pouvoir spirituel. Voilà. Donc, on arrive donc au vote de la loi. Le vote de la loi a été fait sans que le pape ait été officiellement prévenu et qu'on lui ait demandé son avis. Bon. Alors, que va faire le pape? La loi a aussi un article 8, parce qu'un article 6, dans ces cultuels, on avait prévu une majorité de laïcs, en espérant que les laïcs s'opposeraient au clergé, et que par conséquent, ça ferait des schismes. Mais on avait rajouté dans l'article 4 un petit membre de phrase qui disait que le clergé avait voix prépondérante, qui est annulé par l'article 8. Bon, tout ça.
en gros, il y a 24 ou 25 articles. Tout ça est voté, donc, et après, c'est envoyé à la signature le 11 décembre 1905. La date est très importante. Pourquoi? Parce que les différentes églises ont un an pour se mettre en règle. Pour se mettre d'accord, et surtout pour créer leur cultuel. Alors que va faire Pie X? Il dit, puisque moi on ne m'a rien demandé, moi je ne veux rien savoir. Non, il n'y a pas uniquement ça. C'est-à-dire que Pie X, au nom de la constitution divine de l'Église, refuse, disons, ces cultuels qui ont une forme qu'on pourrait dire démocratique, ou même on pouvait être membre d'une cultuelle sans forcément être catholique. Ah non. Non, les cultuels, c'était... Les cultuels, le pape avait accepté les cultuels en Prusse, par exemple. C'est Pie IX qui avait accepté les cultuels dans les années 70 en Prusse. Et les cultuels en Prusse... Oui, mais c'était l'évêque qui avait le pouvoir. Oui, mais enfin, les cultuels en Prusse, c'était quand même aussi c'était à la limite, c'est un peu limite. Mais Pie IX, pourquoi? Parce que le pouvoir prussien avait discuté avec le pape. Là, le gros problème du pape, c'est qu'on a refusé de discuter avec lui. Pourquoi est-ce que Benoît XV et surtout Pie XI vont accepter les cultuels par la suite? C'est parce que l'État français va accepter la discussion avec oui, mais quand il y aura une discussion et après les cultuels en fait, on a fait les cultuels une question fondamentale. Ce n'est pas vrai. Bon, alors relisez le texte de Pie X sur la question. C'est le problème de la structure hiérarchique de l'Église. Oui. Alors, dans les cultuels aujourd'hui, c'est l'évêque qui est le patron. Oui. Alors que dans le texte initial voté par l'Assemblée nationale, l'évêque était... on ignorait la constitution divine de l'Église. C'était le reproche de Saint Pie X. Oui, mais le Conseil d'État, parce que la loi n'a pas été changée, il ne faut pas l'oublier. La loi n'a pas été changée, mais le Conseil d'État a toujours reconnu que c'était l'évêque qui était responsable ce qu'on appelle des diocésaines maintenant. Hein, bon. Donc tout ça, c'était une question d'entente. À partir du moment où l'État ignorait l'Église, l'Église a ignoré l'État. C'était logique. Oui. Et le deuxième problème qui se pose à Mairie Delval, et que Mairie Delval fait ressortir d'ailleurs devant l'Assemblée des cardinaux, c'est que si on laisse faire la France, l'Espagne, le Portugal, le Mexique, tout ça, un effet domino. Voilà. Bon. Alors, que va faire le pape? Parce que, attention, la majorité du clergé, la majorité du haut clergé, c'est-à-dire l'épiscopat qui a été choisi par Léon XIII, voudrait l'acceptation. Et en particulier, les cardinaux se réunissent, je crois, en avril 1906, qui est pour l'acceptation des cultuels. Bon. Donc, le pape se trouve très ennuyé. Ce qui va le sauver, ça va être les révoltes des catholiques, qui va se produire à l'occasion des fameux inventaires. Alors c'était très important, on n'a pas le temps d'en parler pendant des heures. Il y a eu des incidents graves dans certaines régions. Oui. Et même mort d'homme. Oui, même mort d'homme. Dans le nord. Dans le nord de la France. Mais c'est intéressant pour la longue histoire. Il y a des endroits où les inventaires se sont passés très pacifiquement, avec quasiment la complicité ou l'acceptation du clergé. Alors même si c'était... Mais attention, c'est qu'à Paris, le clergé n'était pas du tout pour la bagarre. Eh oui. Le curé de Sainte-Clotilde et celui de Saint-Pierre n'étaient pas spécialement pour la bagarre. C'est les catholiques qui se sont emparés, à Sainte-Clotilde en particulier, c'est là où ça a été la première fois que les catholiques... Eh bien, les catholiques ont été à l'encontre de la volonté du curé. Donc, c'est important à retenir pour voir comment le clergé a été domestiqué par l'État. Alors, Napoléon avait réussi. Non, le clergé n'a pas été domestiqué par l'État, il a été domestiqué par l'Église léonine, par l'Église de Léon XIII.
Voilà la vérité. Puis c'était un clergé libéral, c'était un clergé qui ne voulait pas se défendre. Voilà la vérité. Alors dans quelques endroits, il y a eu effectivement des réactions. Il n'y a pas eu tellement de réactions. Regardez, par exemple, dans les Pyrénées, ils ont fait venir un ours pour défendre l'église. C'était assez drôle, assez marrant. Mais c'était aussi des régions qui voulaient défendre leur autonomie. Aussi, oui. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Mais je maintiens, vous voyez, les paroisses où les inventaires se sont passés pacifiquement, le clergé, c'est pas par papolâtrie qu'ils ont accepté, c'est parce qu'ils étaient devenus, comment dire, des bons auxiliaires de la puissance publique. Ah oui, parce qu'ils ne résistaient plus. Et ça, c'est ma position. Oui, tout à fait. Je crois qu'elle est assez juste. Elle est assez juste. Et ce sont les catholiques de base. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, certains phénomènes. Moi, je m'étais amusé pendant le confinement de regarder les blogs de tous les diocèses de France, voir l'attitude des évêques face aux restrictions du culte, aux restrictions de nos libertés, et voir quel était le critère. Très intéressant. Mais ça se complète très bien. On voit sur la longue durée qu'il y a des comportements qui se répètent. Oui. Oui, oui. Tout à fait. Et alors, la résistance de Pie X oblige les catholiques, oblige l'épiscopat, parce qu'il n'y a même pas les catholiques, oblige l'épiscopat à refuser donc ces cultuels. Et alors, ce qu'il y a de très drôle, c'est que on arrive en 1906, le 11 décembre 1906, pas de cultuel catholique. Donc, que faire de tous ces biens? L'État, surtout, comme disait Clémenceau, qui avait de l'esprit quand même, il disait la loi a tout prévu, sauf ce qui est arrivé. Voilà. Et effectivement, l'État se retrouve avec, il se retrouve avec des évêchés, avec des séminaires sur les bras, avec tout ça. Par exemple, le séminaire de Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, vous savez ce que c'est devenu, la trésorerie impôts, une partie des impôts et tout ça, une partie de la ville de Paris. Les évêchés sont devenus Les évêchés sont devenus tout simplement les maisons des préfets, souvent. Mais que faire des églises? Que faire des églises et des cathédrales? Alors après avoir un peu tâtonné, en 1907-1908, à ce moment-là, Briand fait voter une loi donnant les cathédrales à l'État et les églises aux communes. Alors là, pour nous, c'est une bénédiction sans nom. Imaginez que les catholiques, aujourd'hui, aient à entretenir leurs églises. Parce que le peuple catholique ne représente plus rien aujourd'hui. Il ne représente plus rien, parce que depuis le Concile Vatican II, il est bien évident que les catholiques ont fondu comme neige au soleil. Oui, parce qu'il faut voir, là on a vu la loi, le ralliement, la séparation, que jusque dans les années 58, l'Église se considérait comme une forteresse assiégée. Oui. Et c'est le problème, est-ce qu'on accepte le droit nouveau ou non? Et le droit nouveau est fondé sur le contrat social de Rousseau, sur l'individualisme, donc des maximes qui sont radicalement opposées au droit public de l'Église. Et il y a eu confrontation. Et on pourrait dire que, peu importe le jugement qu'on porte sur Vatican II, alors Congar l'a bien écrit, que ça a été le 89 de l'Église. C'est le cardinal Ratzinger qui a écrit ça. Oui. Et que l'Église avait, enfin, s'était ralliée à l'esprit nouveau. Oui, n'empêche que... alors, le cardinal Ratzinger a changé par la suite. A changé, et quand on regarde, par exemple, certains textes de la Congrégation pour la doctrine ou la foi, qui reprennent les positions de Pie IX, de Léon XIII, sur l'origine du pouvoir, et sur ce qu'est une loi juste. Quand on pense par exemple que la croix sans croix invitait les catholiques à se soumettre aux lois en Irlande à propos de l'avortement,
Alors bien sûr, il y a un catholique qui a protesté, un publiciste, et ça a donné lieu à un procès. Bon, que la Croix a perdu. Le grand thème, au fond, de Benoît XVI, c'était quoi? La lutte contre le relativisme. Donc c'est contre le refus, disons, de l'ordre naturel. Le problème des catholiques de gauche actuellement, il est simple. C'est le problème de tous les semi-révolutionnaires. C'est-à-dire qu'à partir ils acceptent des principes, mais ils ne veulent pas aller jusqu'au bout des conséquences. Et pourtant, les conséquences sont là. Il faut être logique avec soi-même. Ou bien vous acceptez les principes. Et le jour où vous avez une loi sur l'avortement, vous êtes pour une loi sur l'avortement. Quand vous êtes démocrate chrétien, le problème démocrate chrétien, c'est qu'il y a une contradiction absolue entre le mot démocrate et le mot chrétien. C'est ça le problème de fond. Comment peut-on être démocrate chrétien? C'est la question que je pose et que je me pose. Oui, c'est absolument impossible. Bien sûr. Car quand on est démocrate, il faut accepter, à partir du moment où il y a le vote d'une loi, la loi devient bonne. Et c'est pour ça que je ne comprends pas comment les démocrates sont contre Hitler, parce qu'Hitler était un démocrate parfait. Non, c'est pour ça que ce soit Aristote, Cicéron, tout ce qu'on veut, distinction des différents types de régimes, mais on n'a qu'à reprendre Aristote ou Cicéron, des legibus, la loi doit correspondre à un certain archétype de loi, donc qui est en conformité avec l'ordre naturel. Mais à partir du contrat social, c'est complètement déconnecté. Donc ça posera effectivement de graves problèmes éthiques aux chrétiens. Je suis en train de lire le livre de Hirsch sur le camembert. Bon. Sur le camembert. Mais c'est très instructif. Et on pourrait dire que le peuple catholique qui a été réduit par la sécularisation, qui est l'œuvre de la République moderne, hein, parce que l'Église n'a aucun a priori contre quelque forme de régime qu'il soit, a fait des catholiques des schizophrènes. Parce que d'un côté, ils sont membres de l'Église, et de l'autre côté, ils sont citoyens. Et ce qui est amusant, lors du déconfinement, qui a été obtenu par quelques petits restes du troupeau catholique, donc la Fraternité Saint-Pédis, les différentes associations sacerdotales, Ecclésiadie et Poisson, qui représentent grosso modo un peu plus d'1%, ce qui n'est pas grand-chose. Donc, il y a 15 jours, les messes ont pu reprendre au grand jour. Et il y a quelques prêtres qui ont protesté, qui ont dit à leur évêque qu'il n'était pas un bon républicain. Ça m'a fait rire, mais c'est dans la logique de ce qu'on traite aujourd'hui. Ben oui. Un mot de l'Église ne va... Les catholiques actuellement vont non seulement à l'encontre de la loi naturelle, mais ils vont à l'encontre aussi de tout ce qu'a pensé l'Antiquité, qui faisait très bien la distinction entre Thémis et Dicée. C'est ça. Là, on fait une... Thémis, c'est la loi éternelle, et Dicée, c'est la loi ordinaire. On vous met une contravention si vous brûlez les feux rouges, des choses comme ça. Et nous, on a fait, depuis la Révolution, on fait une confusion entre les deux. Par conséquent, les gens ne peuvent plus s'y retrouver. Et ils ne s'y retrouvent plus, d'ailleurs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les lois éternelles, ou qui étaient prétendues éternelles, comme la loi sur l'avortement, ou la loi sur même tuer quelqu'un et tout ça, ça devient quelque chose de courant. Mais selon, disons, la philosophie classique, aristotélicienne, platonicienne, peu importe, ces lois ne sont pas des lois, puisqu'ils ne correspondent pas à l'idée de justice. Oui. D'ailleurs, Sophocle, dans la même lignée, dira « Mais si les dieux sont immoraux, mais ce ne sont pas des dieux. » Donc, malheureusement, l'homme moderne est tombé plus bas que les vieux païens. Exactement. Alors, cher ami, pour terminer, pouvez-vous indiquer quelques livres pour aller plus loin?
Donc c'est bien d'écouter les gens parler, mais il faut étudier. C'est important si on veut se former et mener le bon combat. En ce qui concerne le ralliement, j'ai bien sûr mon livre sur l'Église et le ralliement. Alors je rajouterai, et je pense que vous n'aurez pas d'inconvénient, le livre du professeur Roberto Di Mattei. Tout à fait, qui est très très bon. C'est un très bon bouquin. Un très bon bouquin, et lui a eu accès évidemment aux archives du Vatican. J'aurais pu avoir accès, mais j'ai pas été parce que c'est quand même un peu loin et que ça coûte cher. Donc moi je fais l'Église et le ralliement, l'histoire d'une crise, qui a été republié plusieurs fois, a été republié par Égalité et Réconciliation. Et puis j'avais mon petit livre aussi, Un centenaire trompeur, la laïcité en question, à propos du centenaire de 1905. Alors je rappelle à tous les gens qui nous écoutent que tous ces livres peuvent être commandés à la librairie française, rue Bartholdi. Vous tapez sur Internet, où que vous soyez. Voilà. À très bientôt. Je ne sais pas s'il leur reste du centenaire trompeur, je ne pense pas. Mais par contre, pour l'Église et le ralliement, il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème.